Salut, bande de nuisibles. Alors comme ça, vous voulez devenir riche grâce aux ETF? Eh ben, on va regarder sur quels critères les sélectionner. Let's go! Donc déjà, on va taper Amundi ETF sur Google. Alors Amundi, c'est le leader européen de la gestion d'actifs. Donc si vous voulez acheter un ETF sur votre PEA, vous allez sûrement devoir en acheter un chez Amundi. Moi, je vais faire mes recherches sur le S&P 500, mais ça revient au même hein, qu'on fasse des recherches sur un ETF S&P 500 ou un CAC 40 ou que sais-je. C'est la même chose. Donc, je vais prendre le premier lien, je prends au hasard, on s'en fout. Donc là, il y a plusieurs informations. Il y a déjà la dernière valeur liquidative. Donc ça, c'est tout simplement le prix d'une part de cet ETF. Alors que le prix de la part coûte 350 euros ou 50 euros ou 10 euros ou 1000 euros, c'est la même chose. Ça ne dit en rien la qualité de cet ETF. C'est juste le nombre de parts qui est plus ou moins grand, c'est tout. Ensuite, il y a l'encours sous gestion qui est de ici 12 000 millions, donc c'est plutôt confort. Ce qui est recommandé, c'est plus un encours autour de 100 millions minimum. Parce que si vous avez moins d'encours, ça va être peut-être difficile à revendre l'ETF quand vous allez vouloir le revendre. Ensuite, il y a les frais de gestion qui sont ici de 0,05%. Bon, c'est pas grand-chose, 0,05%. Donc ça, c'est plutôt vraiment bien. Mais il ne faut pas oublier que cet ETF n'est pas éligible au PEA, il est éligible au CTO. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu moins de frais. Si vous allez chercher un ETF S&P 500 éligible au PEA, il y aura sûrement un petit peu plus de frais. Mais ça reste quand même acceptable. Donc ça, c'est tout simplement les frais que Amundi va prendre sur votre performance de l'ETF. À savoir que vous n'avez rien à faire. Amundi prend automatiquement ces frais-là. Ensuite, il y a la politique de distribution. Donc là, ici, elle est capitalisante. Elle peut être soit capitalisante, soit distribuante. Capitalisante, ça veut simplement dire que les dividendes des entreprises qui composent l'indice sont réinvestis directement dans l'ETF. Donc pareil, vous n'avez rien à faire. Si c'est distribuant, vous allez recevoir ces dividendes-là sur votre compte titre directement. Alors le mieux, à mon avis, si on a du temps devant nous, si on a un horizon d'investissement assez grand, c'est de prendre du capitalisant. Comme ça, on n'a pas besoin de s'en occuper déjà et aussi de repayer des frais pour le réinvestissement des dividendes si vous le faites manuellement. Donc voilà, distribuant, c'est surtout bien si on veut dépenser ses dividendes et si on estime qu'on a assez accumulé de capital sur son compte CTO. Ensuite, il y a le code ISIN qui sert à retrouver cet ETF sur votre courtier. Donc vous avez juste à copier-coller dans la barre de recherche de votre courtier et vous allez tomber sur cet ETF-là directement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la composition de l'indice. Donc là, en l'occurrence, de l'Amundi S&P 500. Donc on voit les 10 composants principaux de l'indice. Donc par exemple, ici, on a Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Meta, etc. Bon, après, c'est un indice américain, donc forcément, il y a les entreprises les plus connues américaines et les plus grosses dedans. À savoir que le poids de chaque action dans cet indice-là est proportionnel à sa capitalisation dans le marché. Donc là, en l'occurrence, Microsoft, Apple, Nvidia, qui sont les trois plus grosses entreprises du monde, les trois plus grosses capitalisations du monde, sont représentées donc à un poids supérieur aux autres. En information importante, on a le nombre de composants de l'indice. Bon, là, en l'occurrence, il est de 503. Bon, je comprends pas trop pourquoi 503, c'est le S&P 500. Logiquement, il devrait en avoir 500. Mais c'est pas très grave. L'essentiel, c'est qu'il y en ait un bon nombre parce que plus il y a d'actions différentes dans un ETF, moins il sera de 1 volatile et de 2 risqué. Ensuite, on a la répartition des composants de l'indice. Donc ça, c'est la répartition par secteur de cet ETF. Ça veut dire, par exemple, là, il y a dans cet ETF 32,15% d'actions qui sont dans le secteur technologique de l'information. Et par exemple aussi 12,80 dans la finance, 12,73 dans la santé, etc. Alors l'idéal, c'est d'avoir un nombre à peu près équilibré de secteurs, mais ça dépend un petit peu aussi des choix personnels. Par exemple, si on aime bien la technologie, on peut largement accepter d'avoir 32% de technologie dans son portefeuille. Ou même, on peut accepter d'en avoir 50%, 60%, 70%. Après, c'est chacun qui voit. Mais disons que plus on a de pourcentage dans un secteur donné, plus on a de risques. Puisque si ce secteur se pète la gueule, eh ben, on va perdre une grosse partie de notre capital. Donc là, en l'occurrence, prendre des actions dans le secteur industrie ou bien de consommation cyclique, par exemple, ce serait peut-être intéressant puisqu'on n'en a que 8,25% et 5,76%. Donc c'est beaucoup plus faible par rapport aux technologies de l'information. Après, comme j'ai dit, ça dépend des choix, ça dépend de ses convictions, etc. Et on peut aussi voir la répartition par devise de cet ETF qui là est à 100% en dollars en l'occurrence. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la répartition par pays.
Donc là, on voit que c'est à 100% aux États-Unis, mais c'est assez logique puisqu'on est dans le Amundi S&P 500. C'est l'indice américain, par exemple l'équivalent du CAC 40. Donc c'est logique qu'il y ait 100% aux États-Unis. Donc là, pareil, ça peut être intéressant de prendre un S&P 500 qui est à 100% américain, plus un ETF Europe, pour avoir une meilleure répartition de ses actifs dans le monde. Après, si on aime beaucoup les États-Unis et que on est très confiant sur les États-Unis, pourquoi pas être 100% investi aux États-Unis, sachant que les États-Unis, c'est quand même le marché le plus rentable historiquement, en tout cas l'un des plus rentables. Donc ensuite, on peut voir la performance sur plusieurs périodes de temps, par exemple un mois, 3 mois, 6 mois, un an, 3 ans, 5 ans, etc. Donc ça, c'est intéressant pour constater à quel point cet ETF est performant. La performance de l'ETF est en couleur orange et la performance de l'indice de référence est en noir. Alors l'idéal, c'est d'avoir une différence entre les deux courbes les plus petites possibles. Bon, là, ça part un peu en couille, mais voilà, c'est acceptable. Donc toujours sur la performance, ici, on peut voir la performance sur un an, sur 3 ans, sur 5 ans. Donc là, elle est sur un an de 26%, ce qui est vraiment pas mal, sur 3 ans de 12,5% et sur 5 ans de 15,45%. Par exemple, là, sur 5 ans, on a une performance de 15,45%. Ça suppose qu'on a investi une somme donnée il y a 5 ans et qu'on n'a plus touché à cette somme pendant 5 ans. Que donc, il y ait les dividendes qui ont été réinvestis, la performance qui a été accumulée, etc. Mais si vous entrez de manière fractionnée sur cet ETF-là, vous n'aurez pas une performance aussi élevée. Un peu plus bas, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut aussi voir que cet ETF n'est pas éligible au PEA. Alors évidemment, il y en a qui sont éligibles au PEA. Il suffit de rechercher sur Google, par exemple, ETF, Amundi, PEA, S&P 500. Vous allez trouver quelques ETF éligibles. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que sur les PEA, normalement, on ne peut pas acheter d'actions américaines. Alors que là, grâce aux ETF, on peut être exposé au marché américain. Donc ça, c'est vraiment un gros point fort aussi des ETF. Sur ce, j'espère que vous avez appris quelque chose. À plus. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, tous les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.